Quand une relation se termine, beaucoup pensent que c'est la fin, mais la réalité est tout autre. Pour une femme, la fin est rarement immédiate. Elle commence silencieusement. Elle commence lorsque la routine s'estompe, lorsque la présence cède la place à l'absence, et lorsque ce qui semblait être un soulagement se transforme en un vide difficile à expliquer. La rupture ne coupe pas le lien émotionnel, elle en coupe simplement l'accès. Tandis que l'homme se retire, se fortifie et apprend à vivre avec moins de paroles, l'esprit de la femme entre en conflit. Elle tente de rationaliser la décision, de se convaincre qu'elle était la meilleure, mais ses émotions ne suivent pas cette logique. Et c'est précisément là que commence la souffrance, non pas par besoin affectif, mais parce qu'elle perd ce qui structurait sa sécurité émotionnelle. Avec le temps, le silence devient pesant, l'absence est douloureuse, le doute s'installe. Et ce qui semblait autrefois maîtrisable se transforme en une angoisse constante. Elle se remet à se remémorer des souvenirs, à remettre en question ses choix et à ressentir peu à peu l'impact réel de la perte. Ce n'est pas un simple désir, c'est le sentiment d'avoir sous-estimé quelque chose qui lui manque cruellement. C'est pourquoi, tôt ou tard, beaucoup de femmes finissent par y retourner. Non par faiblesse, mais parce que ce n'est qu'après la séparation qu'elles comprennent ce qu'elles ont vraiment perdu. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler 12 raisons pour lesquelles ils ne peuvent plus le supporter et finissent par vous demander de vous remettre ensemble. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire, les vérités occultées par les discours préparés que la plupart préfèrent ignorer. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, likez la vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, car je veux savoir d'où vous nous suivez. Beaucoup de femmes craignent qu'une chaîne comme la nôtre atteigne 100 000 abonnés, car elles savent que plus les hommes prennent conscience de la situation, moins la manipulation fonctionne, moins les jeux émotionnels sont efficaces et moins elles ont d'emprise sur les hommes conscients. Se réveiller ne sert à rien si tout le monde dort encore. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour nous aider à développer notre communauté d'hommes lucides et préparés. C'est entièrement gratuit. Passons maintenant aux choses sérieuses. Première raison, parce qu'ils ressentent plus intensément le vide de son silence. Le silence après une rupture n'est pas seulement l'absence de mots. C'est l'absence d'une présence qui emplissait le quotidien d'une manière si profonde qu'elle ne se rendait même pas compte à quel point elle en était dépendante. Les femmes, conditionnées dès l'enfance par la culture à entretenir des liens émotionnels forts et à placer la proximité relationnelle au centre de leur vie, ressentent ce vide bien plus intensément et douloureusement que beaucoup d'hommes. Quand on disparaît, ce n'est pas seulement la personne elle-même qui disparaît. Tout un ensemble de petits et grands gestes qui structuraient ses journées, ses semaines, son identité, s'évanouit. Les messages inattendus, arrivés sans raison apparente, disparaissent. Ces conversations du soir où les défenses tombent et où tout devient plus réel. La sensation physique de savoir quelqu'un qui l'attend à la maison. Ce signe qu'elle comptait suffisamment pour être dans ses pensées. Ce vide est difficile à combler car il ne s'agit pas seulement d'être seul, il s'agit d'être seul avec ses pensées exacerbées, ses peurs décuplées, sa solitude résonnant dans les pièces d'une maison désormais trop vide. Les pensées que tu interrompais autrefois se déchaînent désormais, répétant sans cesse le même récit de perte, de regret et de « et si j'avais » L'intensité de ce silence croît de façon exponentielle car les femmes construisent souvent leur vie émotionnelle autour de la relation de manière bien plus intégrée que ce que la société attend des hommes. Tandis que vous reprenez votre vie en main, peut-être avec des changements minimes dans votre quotidien, car beaucoup d'hommes séparent leurs cercles sociaux, leurs loisirs et leurs activités professionnelles de la relation, créant ainsi une forme de compartimentage qui leur offre une protection émotionnelle. Elle découvre avec horreur qu'une grande partie de sa vie quotidienne était liée à vous, influençait ses choix, définissait ses priorités. Les déjeuners entre amis perdent tout leur attrait car elle parlait toujours de vous. Les week-ends autrefois passés ensemble sont désormais vides. La musique que vous écoutez la blesse. Les lieux qu'elle fréquentait portent encore l'empreinte de votre présence.
Ses amis lui offrent une épaule sur laquelle pleurer, sa famille est présente avec des messages quotidiens, ses collègues l'invitent à des événements, mais aucune de ces relations ne peut remplacer la dynamique si particulière et unique qui existait entre vous deux, cette alchimie qui donnait un sens à sa vie. Ce vide particulier, cette place unique qu'elle occupait dans sa hiérarchie émotionnelle, laisse un trou que personne d'autre ne peut combler, quels que soient ses efforts. Et plus elle tente désespérément de le combler avec d'autres personnes, d'autres activités, d'autres formes de reconnaissance, plus elle prend conscience, avec une profonde détresse, que rien, absolument rien, ne peut occuper cet espace qui lui était propre. Le silence révèle aussi une profonde vulnérabilité émotionnelle qu'elle a peut-être soigneusement protégée et dissimulée tout au long de la relation, cachée sous des couches de force et d'indépendance. En votre présence, ces peurs paralysantes d'inadéquation, de ne pas être à la hauteur, de vieillir et de perdre de son importance, d'être dépassé ou usé par la vie, de ne pas être indispensable, se manifestaient pleinement. Un esprit indigne d'amour, tout cela était atténué, neutralisé, presque éliminé par la validation constante de votre présence, votre désir pour elle, vos yeux qui la regardaient comme si elle était importante. Vous étiez le bouclier contre ses propres démons intérieurs. Maintenant, seul dans le vide des premières heures du matin ou les dimanches silencieux, ces peurs prennent une ampleur dévastatrice. Le silence n'est pas neutre. C'est un espace amplificateur où chaque doute sur elle-même résonne plus fort, où chaque insécurité est magnifiée à l'extrême, où elle se confronte à la personne qu'elle est quand personne ne la regarde. Et c'est dans cette amplification terrifiante qu'une illusion séduisante naît et grandit. Peut-être que si elle pouvait regagner votre attention, si elle se tournait vers vous, si elle réparait ses erreurs, si elle devenait cette version d'elle-même que vous désiriez, ce silence assourdissant et ce vide paralysant finiraient par s'estomper. Non pas parce qu'elle vous aime encore nécessairement, bien que ce soit possible, mais parce que vous étiez l'anesthésie qui lui faisait oublier toutes ses peurs fondamentales sur qui elle est. C'est pourquoi tant de femmes y retournent, même quand elles savent qu'elles ne devraient pas, même quand leurs amis les supplient de ne pas le faire. Ce n'est pas par raison, c'est par désespoir. C'est tenter de retrouver ce sentiment d'être entière, d'être vue, d'avoir quelqu'un qui rendait le silence supportable. Deuxième raison, parce qu'ils portent le poids de la culpabilité de leurs erreurs. La culpabilité est un fardeau émotionnel particulier que les femmes portent bien plus lourdement que les hommes, injustement, ne le ressentent dans la société. Même dans les relations où la responsabilité des difficultés est clairement partagée entre deux adultes, ou même lorsqu'elle a été victime de comportements toxiques, de critiques incessantes ou de négligence affective, elle parvient à trouver des moyens créatifs et destructeurs de se blâmer, de s'incriminer, d'assumer des responsabilités qui ne devraient pas lui incomber. Ce peut être pour ne pas être assez jolie et séduisante, pour avoir accordé trop d'importance au travail alors que son partenaire avait besoin d'attention, pour avoir été trop exigeante émotionnellement, pour avoir parlé quand elle aurait dû se taire, ou pour des centaines d'autres raisons que son esprit ingénieux et autodestructeur invente pour expliquer la fin de la relation. Cette culpabilité n'est pas le fruit d'une réflexion rationnelle, d'un raisonnement logique sur les causes et les effets. Elle est viscérale, ancrée en elle, alimentée par une vie entière de messages lui répétant que prendre soin des autres est sa responsabilité, que si une relation échoue, c'est parce que la femme n'a pas été assez dévouée, altruiste ou compréhensive. Et cela grandit dans la solitude comme un cancer émotionnel, car sans toi pour lui dire que ce n'était pas entièrement sa faute, pour lui rappeler que tu as aussi fait des erreurs, pour lui faire comprendre que les relations se terminent pour des raisons complexes, son esprit comble tous les vides par une auto-accusation incessante. La culpabilité devient une lourde chaîne qui la retient prisonnière du passé et la rend prisonnière de ses propres pensées torturantes. Si j'avais été différent, si j'avais fait plus d'efforts, si j'avais été plus patient, si j'avais choisi mes mots avec plus de soin. Cette culpabilité est particulièrement puissante et dangereuse car elle recèle un espoir illusoire qui la détruit lentement.
Si elle a commis une faute, si elle a mal agi, si elle a été négligente, insensible ou trop exigeante, alors subsiste la possibilité, le fragile espoir, qu'elle puisse réparer ses erreurs. Si la faute lui incombe, alors la solution devrait aussi être entre ses mains. Elle peut changer, elle peut s'améliorer, elle peut devenir la personne que vous souhaitiez. Et si elle y parvient, si elle réussit à réparer ses erreurs, peut-être reviendrez-vous. Peut-être que si elle éliminait tous ces défauts qu'elle s'imagine avoir, vous reconnaîtriez sa valeur et souhaiteriez revenir dans sa vie. La culpabilité alimente ainsi un plan de sauvetage, un plan où elle se transforme en héroïne, réparant ses propres erreurs. Elle passe des semaines, des mois, à idéaliser des versions améliorées d'elle-même, plus attentionnées, moins exigeantes, plus jolies, plus intéressantes, plus compréhensive. Bref, tout ce qu'elle imagine que vous désiriez. Elle se forge un avenir alternatif où elle se sent pleinement épanouie, et dans cet avenir, bien sûr, vous êtes présent. La culpabilité qui devrait la tenir à distance la ramène vers vous, car elle a désormais un but, se prouver qu'elle peut s'améliorer, et le moyen le plus simple de valider cette transformation est votre reconnaissance. Le poids de cette culpabilité est amplifié par le fait qu'elle ne partage pas ouvertement ce récit accablant, ni avec elle-même, ni avec son entourage. Elle le porte en silence, en faisant un secret qui pèse chaque jour plus lourd. Elle ne dit pas à ses amis et à sa famille « Je pense que c'était de ma faute, que je n'en ai pas fait assez », car elle sait qu'ils la contrediront, qu'ils diront qu'elle avait aussi des responsabilités, que les relations ne se terminent pas par la faute d'une seule personne. Alors, elle garde ce récit tragique pour elle, le laissant se développer sans être remis en question. Cette culpabilité devient comme une voix intérieure qui ne cesse de parler, qui l'accompagne éveillée et hante ses rêves. Et c'est dans cette solitude coupable que la tentation devient irrésistible. Peut-être que si elle envoyait un message, peut-être que si elle expliquait son point de vue, peut-être que si elle montrait comment elle avait changé, peut-être que vous comprendriez qu'elle n'était pas si mauvaise après tout, qu'elle méritait une seconde chance. La culpabilité, par conséquent, ne l'éloigne pas. Elle la ramène vers vous comme un bateau qui ne trouve pas de terre ferme, cherchant désespérément le port qui lui offrirait la paix. Troisième raison, parce qu'ils vous associent à leur propre identité. Lorsqu'une femme s'engage dans une relation durable, surtout si elle est importante et intense, elle entremêle progressivement son identité individuelle à celle du couple, au point qu'il devient impossible de les dissocier. Vous n'êtes plus seulement la personne qu'elle aime, vous faites partie intégrante de sa vision d'elle-même, de son récit personnel, de l'histoire qu'elle se raconte. Elle était la femme qui est avec toi, celle que tu aimes, ton partenaire. Lorsqu'on la salue, elle pense à l'image que vous renvoyez. Lorsqu'elle prend des décisions concernant sa carrière, son apparence, ses amitiés, elle pense à l'impact que cela aura sur vous, à votre réaction. Ses objectifs personnels passent au second plan par rapport à ceux du couple. Ses rêves se confondent avec les vôtres. Et lentement, presque imperceptiblement, elle perd la conscience claire de son identité propre. Vous devenez le centre de son existence, le point de référence à travers lequel elle interprète tout. Cette fusion identitaire est si complète que lorsque la relation se termine, ce n'est pas seulement une relation qui prend fin, c'est comme si une partie de son être avait été brutalement amputée. Ce lien entre vous et son identité est si profond qu'elle ne peut imaginer une vie sans vous, d'une manière ou d'une autre. Elle essaie de sortir avec des amis et se rend compte qu'elle pense à la façon dont elle partagerait ces moments avec vous, à ce qui vous aurait fait rire. Elle essaie de se concentrer sur son travail et découvre que vous en étiez la raison. Vous étiez fier d'elle, vous la validiez. Elle essaie de se lancer dans de nouveaux loisirs, de nouer de nouvelles amitiés, mais tout cela lui paraît vide, car vous n'êtes pas là pour être témoin de sa vie, pour donner du sens à son existence par votre présence. Sans vous, elle n'est plus complète. Elle n'est plus qu'une moitié, errant dans la vie comme un fantôme, attendant d'être reconstituée. C'est pourquoi beaucoup de femmes disent « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi ». Et c'est vrai, non pas parce qu'elles vous aiment trop,
mais parce qu'elles ont construit toute une réalité où vous êtes si central que vous exclure revient à exclure des parties essentielles de leur identité. Revenir vers toi, ce n'est pas simplement te posséder encore, c'est retrouver le sentiment qu'elle existe, qu'elle est réelle, qu'elle est quelqu'un. Seule, elle n'est rien. Avec toi, elle redevient quelqu'un. Cette identité fusionnée signifie aussi que toute critique à votre égard est une critique d'elle-même, et que tout succès que vous avez est aussi le sien. Si vous souffrez après la rupture, elle ne peut se réjouir de sa propre liberté, car cela reviendrait à se réjouir de votre souffrance. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre, elle le vit comme une atteinte personnelle à son existence. Si vous pouvez être heureux avec quelqu'un d'autre, alors peut-être n'a-t-elle jamais été si importante après tout. Peut-être que l'identité qu'elle s'était construite autour de vous n'était qu'une illusion. Cette perméabilité des frontières entre vous crée une dynamique où elle ne peut se remettre pleinement que lorsque vous reconnaissez son importance, que vous confirmez qu'elle comptait, que votre histoire commune avait du sens. Lorsque vous l'ignorez après la rupture, cela la détruit viscéralement. Car ce n'est pas seulement vous qui l'ignorez, c'est comme si le monde entier l'ignorait, comme si elle était devenue invisible. C'est pourquoi tant de femmes reviennent, envoyant des messages désespérés, créant des situations dramatiques pour attirer votre attention. Ce n'est pas parce qu'elles recherchent une relation abusive ou toxique, mais parce que sans votre attention, sans que vous reconnaissiez leur existence et leur importance, elles ne peuvent pas se reconnaître elles-mêmes. Vous êtes devenu leur miroir, et sans vous, elles ne peuvent pas voir leur propre reflet. Quatrième raison, parce que la rupture brise l'illusion de stabilité. Le fantasme de stabilité se construit lentement chez une femme au cours d'une relation, surtout si elle dure depuis des années. Ce fantasme est si réel dans son esprit qu'elle finit par le considérer comme une certitude, une garantie pour la vie. Elle imagine un avenir précis, vieillir ensemble, partager des espaces, créer des souvenirs qui s'accumulent au fil des décennies. Elle visualise les petits détails de cet avenir, le type de maison que vous auriez, à quoi ressemblerait votre vie l'année prochaine, dans 5 ans, dans 20 ans. Ce fantasme n'est pas qu'un vague romantisme. C'est une construction mentale très précise et détaillée qui offre un profond sentiment de sécurité. La vie est chaotique, imprévisible, effrayante, pleine d'incertitudes et de risques. Mais dans ce fantasme d'un avenir avec vous, il y a de l'ordre, il y a du sens. Il y a la promesse que quoi qu'il arrive dans le reste du monde, elle aura cela, elle vous aura, elle aura cette histoire, elle aura cette vie qu'elle a planifiée et commencé à vivre. Ce fantasme devient l'encre qui la maintient à flot quand tout semble s'écrouler. Et puis, soudain, sans prévenir, ou peut-être malgré des signes avant-coureurs qu'elle a refusé de voir, la relation prend fin. Le rêve s'effondre. L'avenir qu'elle avait si clairement imaginé s'évapore. Et elle se retrouve plongée dans un présent qui lui paraît désormais infiniment plus terrifiant, car elle a perdu la sécurité du récit dans lequel elle vivait. L'effondrement de ce rêve est particulièrement dévastateur, car elle avait commencé à bâtir sa vie autour de lui. Elle a renoncé à certaines décisions en se disant « Quand je serai avec toi, les choses seraient différentes ». Elle a mis de côté des rêves, car elle s'imaginait les réaliser à tes côtés. Elle espérait devenir certaines versions d'elle-même, plus confiante, plus épanouie, plus heureuse, car elle croyait que cela viendrait naturellement avec le temps. À présent, elle ne t'a pas seulement perdu, elle a aussi perdu cette version d'elle-même qu'elle avait commencé à aimer et à anticiper. Elle n'a pas seulement perdu la relation, elle a perdu le sens que donnait sa vie à ses yeux. Et dans ce vide, elle se retrouve confrontée à la dure réalité. L'avenir est à nouveau incertain, elle est de nouveau seule avec ses insécurités et ses peurs. Rien n'est garanti. Revenir vers toi devient une tentative désespérée de retrouver ce rêve, de remonter le temps jusqu'à l'instant où tout s'est effondré. Si elle pouvait te reconquérir, le rêve renaîtrait lui aussi. La stabilité serait rétablie, le sens retrouverait sa vie. C'est pourquoi elle peut savoir rationnellement que la relation était toxique ou inappropriée,
mais la désirer encore émotionnellement, car à côté de la douleur, il y avait aussi cette illusion réconfortante d'un avenir sûr, et sans toi, cette sécurité a disparu. Ce fantasme de stabilité est aussi lié à la façon dont elle a été socialisée, qui lui a inculqué l'idée que la vie d'une femme n'a de sens qu'en présence d'un homme, dans une relation qui la complète. Depuis son enfance, à travers les histoires, les films et les conversations avec ses amis, elle a intégré l'idée que le but ultime de la vie était de trouver l'âme sœur, de construire une vie à deux, et que cela suffirait à combler tout vide existentiel. Ainsi, lorsqu'elle vous a enfin rencontré et a commencé à bâtir ce fantasme, il ne s'agissait pas seulement de vous deux, il s'agissait d'accomplir une mission qu'on lui avait enseignée comme étant le but ultime d'être une femme. La rupture n'est pas seulement la fin d'une relation, c'est la fin de ce récit de sens qui structurait sa compréhension de sa propre existence. À présent, elle est confrontée à la possibilité terrifiante que sa vie n'est pas cette éternité qu'elle s'était promise, qu'elle vieillisse seule, que le scénario qu'on lui avait écrit ne se déroule pas comme prévu. C'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes reviennent souvent, même après des semaines de résolution, à ne pas y retourner. Chaque jour passé seul confirme cette réalité effrayante, à savoir que le fantasme de stabilité qu'elle a construit avec vous était peut-être ce qui se rapprochait le plus de la sécurité qu'elle connaîtrait jamais. Et l'idée de renoncer complètement à ce fantasme, d'accepter que cet avenir n'arrivera peut-être jamais, est une mort symbolique qu'elle n'est pas prête à accepter. 5e raison, parce qu'ils ont plus de difficulté à se détacher de leurs vieux sentiments. Les femmes semblent posséder une capacité biologique et psychologique différente de celle des hommes pour maintenir vivants les liens émotionnels, même après la fin de la relation qui les a nourris. Alors qu'un homme peut compartimenter, créant un espace mental distinct où la relation passée s'éloigne et perd de son importance, une femme entretient souvent la relation vivante dans son cœur d'une manière presque obsessionnelle. Elle relit d'anciens messages. Elle regarde des photos de vous deux et se laisse submerger à nouveau par les émotions de ce moment. Elle écoute la chanson qui passait lors de votre rencontre et elle l'imprègne complètement. Elle se promène dans les endroits que vous fréquentiez ensemble et peut littéralement sentir votre présence fantomatique. Ces sentiments ne s'estompent pas avec le temps comme ils le devraient. Ils sont préservés, comme dans l'ambre, aussi vifs et aussi douloureux qu'au jour de la rupture. Des mois plus tard, lors d'une journée ordinaire, un détail anodin lui rappelle votre présence, et c'est comme si la rupture venait de se reproduire. Le deuil ne suit pas un chemin linéaire vers la guérison, il est cyclique, ressurgissant par vagues qui vous laissent à bout de souffle. Cette difficulté à se détacher des sentiments passés est exacerbée par le fait que la culture encourage les femmes à explorer leurs émotions, à les analyser, à en parler, à les vivre pleinement. Si cela peut être sain dans certains contextes, cela signifie aussi qu'elle ne partage jamais vraiment son chagrin. Elle l'examine, le dissèque, le rend visible à elle-même de manière à le maintenir vivant et pertinent. Elle se laisse submerger par ses émotions, croyant qu'il s'agit d'un processus sain, alors qu'en réalité, ces émotions ne font que s'enraciner davantage en elle. Elle dresse des listes de raisons pour lesquelles vous l'avez blessée, mais aussi des listes de raisons pour lesquelles elle vous aime encore, et ces listes contradictoires coexistent dans son esprit, créant un véritable chaos émotionnel qu'elle ne parvient pas à démêler. Ses amis lui suggèrent de passer à autre chose, mais elle ne peut pas expliquer que ce n'est pas si simple. Ses sentiments pour vous ne s'éteignent pas comme une lumière, ils s'atténuent, puis quelque chose lui rappelle votre présence et ils ressurgissent d'avec force. C'est presque comme si le fait de refouler ses sentiments était une forme d'auto-rejet, comme si renoncer à ce qu'elle ressentait pour vous signifiait qu'elle avait été naïve d'éprouver ses sentiments. Et aucune femme ne veut admettre avoir été naïve en amour. La difficulté à se détacher des sentiments passés est aussi liée au fait que l'amour, une fois né chez une femme, semble impossible à désactiver complètement. Il ne peut que s'apaiser. On peut passer des mois sans penser à soi, croire sincèrement avoir tourné la page, développer des sentiments pour quelqu'un d'autre, et puis un mot malheureux,
un contact fortuit, une chanson à la radio, et cet amour ancien se réveille comme s'il n'avait jamais dormi. Il est bien plus facile pour un homme de décider « c'est fini, je passe à autre chose ». C'est bien plus difficile pour une femme, car ses sentiments ne sont pas de simples émotions passagères. Ce sont des appréhensions profondes concernant son identité, son histoire personnelle, l'image qu'elle a d'elle-même. L'amour qu'elle a éprouvé pour vous fait partie intégrante de ce qu'elle est devenue, et renoncer complètement à cet amour reviendrait à renoncer à une partie d'elle-même. Alors elle le garde, suffisamment loin pour ne pas trop perturber son quotidien, mais assez près pour pouvoir le retrouver quand elle est faible, seule, quand quelqu'un lui manque. Et c'est dans ces moments de faiblesse, quand ces vieux sentiments se réveillent comme un chat qui s'étire, qu'elle ressent l'irrésistible envie d'envoyer un message, de tenter de reprendre contact, de voir si peut-être, juste peut-être, vous ressentez encore quelque chose, vous aussi. Car si vous ressentez encore quelque chose, alors vos anciens sentiments n'étaient pas une illusion, ils étaient réels, ils étaient légitimes, et peut-être y a-t-il encore de l'espoir. 6e raison, parce que le rejet déclenche de profondes insécurités. Être rejeté par celui ou celle qu'on aime est l'une des douleurs les plus viscérales qu'une femme puisse ressentir. Car cela touche à des insécurités profondes concernant sa propre valeur, son charme, sa valeur en tant que personne et en tant que femme. Quand vous la quittez, même si rationnellement elle comprend que les relations ont une fin, que les gens évoluent dans des directions différentes, que l'incompatibilité est une réalité, émotionnellement, elle perçoit le message qu'elle n'était pas à la hauteur. Qu'il y avait en elle quelque chose qui ne suffisait pas à le retenir, qu'il y avait quelque chose qu'il préférait laisser derrière lui plutôt que de se battre pour. Et ce rejet précis réactive tous les rejets passés, tous les garçons qui l'ont ignoré à l'adolescence, tous les hommes qui l'ont quitté pour d'autres femmes, toutes les fois où elle n'a pas été choisie. Elle commence à s'examiner comme un objet défectueux, cherchant les défauts qui ont poussé votre départ. Pourquoi n'était-elle pas assez jolie, assez intéressante, assez sensuelle, assez dévouée, assez soumise, assez indépendante? Le rejet ouvre une porte sur le sous-sol de ses insécurités et les choses qu'elle y avait enfermées pendant des années en émergeant, haletantes et furieuses, prêtes à la tourmenter. Ces insécurités que réveille le rejet sont si profondes, car nombre d'entre elles ont été semées bien avant toi. Durant l'enfance, par des remarques sur ton apparence, à l'adolescence, par des petits amis qui te faisaient croire que tu devais changer, tout au long de ta vie, imprégné de messages culturels qui affirmaient que ta valeur en tant que femme était intrinsèquement liée à ta capacité à garder un homme. Peut-être ton père était-il émotionnellement distant, et tu es devenu le prolongement de cette blessure. Elle a tenté de combler l'abandon paternel en gagnant et en conservant l'amour de son père. Peut-être a-t-elle grandi avec une mère qui la critiquait constamment, et ton regard aimant est devenu la validation qui lui a toujours manqué. Peut-être a-t-elle souffert de son apparence physique toute sa vie, et lorsque tu la regardais avec désir, c'était comme si la blessure de cette insécurité s'était enfin cicatrisée. Maintenant que tu l'as quittée, toutes ces blessures se rouvrent et saignent à nouveau. Le rejet que tu as infligé ne te concerne pas seulement toi, il concerne tous les hommes qui ne l'ont jamais assez désiré, tous les noms qu'elle a essuyés, toutes les trahisons qu'elle a subies. Et elle vous regarde vous éloigner et ne peut s'empêcher de penser « Si même toi qui m'aimais, tu ne peux pas rester, alors peut-être qu'il n'y a vraiment aucun espoir pour moi. » Revenir vers toi devient alors une tentative désespérée d'inverser le récit du rejet, de se redéfinir comme une personne à nouveau choisie. Si elle pouvait te faire revenir, si elle pouvait prouver qu'elle était assez digne, assez bien, assez aimable pour que tu veuilles être avec elle, alors peut-être pourrait-elle enfin croire aux compliments qu'on lui adresse. Peut-être pourrait-elle enfin croire en sa propre valeur, car pour l'instant, sans toi, elle n'entend que le rejet qui résonne. Tu n'étais pas assez bien. Revenir vers toi ne signifie pas forcément renouer la relation, mais plutôt retrouver l'estime de soi qu'elle avait construite à tes côtés. Transformer le récit du rejet en un récit de choix et de désir. Si tu pouvais l'aimer à nouveau,
Si tu pouvais la choisir encore après l'avoir rejetée, alors peut-être, enfin, pourrait-elle croire en elle. Peut-être pourrait-elle croire en sa propre valeur. Et parce que cette confiance en elle est devenue si intimement liée à ta présence, à ton amour, à ta reconnaissance, elle ne peut imaginer la retrouver autrement qu'en te retrouvant. 7e raison, parce qu'il croit pouvoir réparer ce qui est cassé. Après une rupture, de nombreuses femmes entretiennent une illusion tenace, celle que la relation ne s'est pas terminée par incompatibilité fondamentale ou par évolution divergente, mais parce qu'un élément précis s'est brisé, quelque chose qui peut être réparé grâce à des efforts, une attitude et une transformation appropriée. Cette illusion est si séduisante car elle leur offre un sentiment de contrôle, une impression d'autonomie, dans une situation qui leur échappe totalement. Si la relation s'est terminée parce qu'elle était trop exigeante, eh bien, elle peut apprendre à l'être moins. Si elle s'est terminée parce qu'il se sentait étouffé, eh bien, elle peut apprendre à lui laisser plus d'espace. Si elle s'est terminée parce que la passion s'est éteinte, eh bien, elle peut la raviver, se réinventer, redevenir la femme qui lui rappellera pourquoi il l'aimait au départ. Cette croyance qu'elle peut réparer ce qui est brisé est alimentée par une culture qui enseigne aux femmes qu'elles sont responsables du bien-être émotionnel de leur relation, qu'il leur incombe d'entretenir la flamme, et que si quelque chose ne va pas, c'est probablement parce qu'elles n'ont pas fait assez d'efforts. Elle élabore alors mentalement un plan détaillé et plein d'espoir sur la façon dont elle arrangerait les choses si elle en avait l'occasion. Elle imagine les conversations qu'elle aurait avec vous, les changements qu'elle apporterait, comment vous percevriez sa transformation et comprendriez que vous avez commis une erreur en la quittant. Cette conviction qu'elle peut sauver votre relation est si profondément ancrée qu'elle pourrait passer des semaines, voire des mois, à opérer précisément ces changements. Non pas pour elle-même, non pas parce qu'elle souhaite sincèrement devenir une meilleure personne, mais spécifiquement pour vous, espérant qu'à vos prochaines retrouvailles, vous constaterez que le problème est résolu. Elle pourrait entamer une thérapie, non pas parce qu'elle en a réellement besoin, mais parce qu'elle pense que si elle vous montre qu'elle travaille sur elle-même, vous serez impressionné. Elle pourrait perdre du poids, non pas parce qu'elle se sent mieux ainsi, mais parce qu'elle pense que vous vous plaignez toujours qu'elle se négligeait. Elle pourrait se mettre à ce loisir que vous avez toujours souhaité l'avoir pratiqué, non pas parce qu'elle s'y intéresse réellement, mais parce qu'elle pense que vous auriez désormais une activité en commun. Elle pourrait adoucir sa personnalité, réprimer ses opinions, se faire plus discrète, tout cela parce qu'elle croit sincèrement que si elle parvient à éliminer tous les problèmes qui ont causé la rupture, vous aurez raison de revenir vers elle. C'est une forme insidieuse d'auto-sabotage, car elle ne devient pas une meilleure personne, elle devient une version amoindrie d'elle-même, quelqu'un qui se rétrécit pour se conformer à ce qu'elle croit que vous attendez de lui. Et l'ironie tragique, c'est que même si elle parvenait à opérer tous ces changements, même si elle devenait exactement la femme que vous imaginez désirer, la relation ne fonctionnerait probablement toujours pas, car vous l'avez quittée non pas parce qu'elle était inadéquate, mais parce que, fondamentalement, la relation était arrivée à son terme, pour vous deux. Cette illusion de pouvoir sauver la relation est liée à un déni de la réalité. Elle peut admettre rationnellement à ses amis que la relation était toxique, qu'il la traitait mal, qu'il y avait des problèmes non résolus. Mais au fond d'elle, elle croit que si elle avait été plus patiente, plus compréhensive, plus disposée à accepter ses problèmes, il aurait peut-être eu le temps de les résoudre. Si elle avait simplement attendu assez longtemps, si elle avait suffisamment cru en lui, il aurait peut-être fini par faire le travail nécessaire pour changer. Et alors, la relation aurait fonctionné. Elle ne parvient pas à dissocier son bien-être du sien. Elle ne peut accepter que certaines personnes ne veulent pas changer, que certaines relations sont irrémédiablement perdues, quels que soient les efforts. Elle se retrouve donc prise au piège d'un espoir illusoire, persuadée que si elle parvenait à trouver la bonne combinaison de changements en elle, si elle était suffisamment intelligente, belle et flexible, alors peut-être, juste peut-être, comprendrait-il son erreur et reviendrait.
Et c'est cette illusion qui la ramène sans cesse vers vous, avec de nouvelles stratégies, de nouveaux plans pour réparer ce que vous savez tous les deux, au fond de vous, ne peut être réparé. Non pas parce qu'elle est inadéquate, mais parce que la relation a atteint sa fin naturelle. 8e raison, parce qu'ils ont le sentiment que quelque chose n'est pas encore terminé. Une relation qui se termine laisse un sentiment d'inachevé troublant, comme si l'histoire n'avait pas atteint son terme naturel, comme s'il y avait encore des choses à dire, à résoudre, à vivre. Ce sentiment d'inachèvement n'est pas seulement émotionnel. Il est narratif. Les femmes grandissent en entendant des histoires où les fins sont définitives, où les conflits se résolvent, où les personnages ont des conversations finales significatives qui apportent un apaisement. Mais la réalité est rarement ainsi. Les relations se terminent souvent non pas par une confrontation ou une révélation fracassante, mais par un lent éloignement, par une conversation inachevée, par des non-dits qui planent dans l'air. Et ce sentiment qu'il reste encore quelque chose à dire, à comprendre, à résoudre, ce sentiment persiste, la hantant, l'empêchant de tourner la page. Elle repasse les conversations dans sa tête des centaines de fois, répétant ce qu'elle dirait si elle avait la chance de vous reparler, imaginant votre réaction, espérant une compréhension mutuelle qui n'a jamais eu lieu lorsqu'ils étaient encore ensemble. Ce manque de conclusion est psychologiquement destructeur. Le cerveau humain apprécie les récits complets, les arcs narratifs qui culminent en un point culminant, puis se résolvent. Sans cela, il s'obstine à tenter de compléter le schéma, cherchant sans cesse la fin manquante. Ce sentiment d'inachevé est aussi lié au fait qu'il l'a quitté sans vraiment lui expliquer pourquoi, ou alors son explication manquait de sincérité et d'exhaustivité. Peut-être a-t-il dit avoir besoin de temps pour lui, alors qu'en réalité, il y avait une autre femme. Peut-être a-t-il dit « tu veux des choses différentes », alors qu'en réalité, il ne l'aimait tout simplement pas assez. Peut-être a-t-il complètement évité la conversation, se contentant de lui faire comprendre qu'il voulait partir, sans lui laisser le temps de digérer la nouvelle, sans lui permettre de comprendre pleinement ce qui s'était passé. Alors, elle se retrouve à essayer de combler les vides, à tenter de percer le mystère de la rupture, à essayer de comprendre exactement où tout a commencé à dérailler. Elle passe des nuits entières à repasser mentalement chaque conversation importante, chaque changement de comportement, à la recherche des signes avant-coureurs qu'elle aurait dû voir venir. Et parce qu'elle ne parvient jamais à une conclusion satisfaisante par elle-même, elle aspire à pouvoir vous reparler, vous poser les questions qu'elle n'a pas osé vous poser lorsque vous étiez encore ensemble, et enfin entendre toute la vérité qui, elle en est convaincue, lui permettrait de comprendre et donc d'accepter enfin ce qui s'est passé. Revenir vers vous ne signifie pas forcément renouer le dialogue, mais plutôt obtenir enfin la paix intérieure qui lui a été refusée. Ce sentiment d'inachèvement est aussi lié à une croyance très humaine, celle que les personnes qui s'aiment profondément ne peuvent se séparer véritablement sans une résolution adéquate, sans une compréhension partagée de ce qui s'est passé. Elle croit que si elle pouvait te parler une dernière fois, si elle pouvait communiquer sincèrement, si elle pouvait te faire comprendre ce qu'elle a ressenti, comment la séparation l'a affectée, peut-être qu'alors ils pourraient tous deux aller de l'avant, apaisés. Peut-être pourraient-ils même devenir amis, ou du moins parvenir à une compréhension mutuelle. Alors, elle imagine cette conversation idéale où tu la vois enfin, où tu la comprends enfin, où tu éprouves enfin du remords, où tu dis enfin les mots qu'elle a besoin d'entendre pour pouvoir te laisser partir. Et parce que cette conversation est si vivante dans son imagination, elle croit pouvoir la rendre réelle, si seulement elle pouvait t'emmener dans une pièce calme, si elle pouvait obtenir toute ton attention, si elle pouvait percer ta carapace. C'est pourquoi elle envoie des messages pleins d'espoir, pourquoi elle propose de se rencontrer pour parler, pourquoi elle croit que, cette fois, ce sera différent, cette fois, nous communiquerons vraiment. Car, à ses yeux, cette ultime conversation, cette conclusion définitive, est tout ce qui la sépare de la paix, de la possibilité de vraiment aller de l'avant. 9e raison,
Parce que la rupture déclenche la peur de la solitude. La peur de la solitude est peut-être l'une des peurs les plus primaires et les plus puissantes qu'une femme puisse éprouver. Il ne s'agit pas d'une peur superficielle, liée à l'absence de compagnie, mais d'une peur existentielle quant à sa propre valeur en tant que personne. Une femme qui grandit en entendant que sa valeur réside dans sa capacité à être désirée, choisie, à entretenir une relation, intériorise la conviction profonde que seule elle vaut moins, que seule elle n'est pas suffisante, que seule elle est vulnérable non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement, que son corps, sa sécurité financière, son statut social, tout dépend de sa présence auprès d'un homme. Ainsi, lorsque la relation se termine et qu'elle se retrouve seule, il ne s'agit pas seulement de solitude, mais aussi de la confrontation à l'idée qu'elle ne pourra peut-être pas survivre ni s'épanouir sans que quelqu'un prenne soin d'elle, la soutienne, la valorise. Cette peur n'est pas rationnelle, mais elle est profonde, elle est viscérale. La nuit est plus angoissante lorsqu'elle est seule. La solitude du week-end est une véritable souffrance physique. L'idée de passer le reste de sa vie seule, de ne plus jamais être choisi, de ne jamais être aimé, cette idée est tellement terrifiante qu'elle préférerait être dans une mauvaise relation plutôt que d'être seule. Cette peur de la solitude est amplifiée par une culture qui ne cesse de répéter qu'une femme n'est pas complète sans un homme. Elle voit des femmes plus âgées et seules, et elle intériorise leur pitié, ou pire, leur invisibilité. La culture ne valorise pas une femme mûre et célibataire de la même manière qu'une femme mariée ou en couple. Elle s'imagine à 50 ans, à 60 ans, et ne voit que vide et rejet constant. Alors, n'importe quelle relation, même inadaptée, devient préférable à l'absence de relation, car avec une relation, elle n'est plus cette femme invisible, cette femme que personne n'a choisie, cette femme abandonnée. Avec une relation, elle appartient à quelqu'un. Elle est importante pour quelqu'un. Elle compte. Quand vous la quittez et qu'elle se retrouve face à la perspective de la solitude, peut-être pour toujours, la panique qu'elle ressent est presque animale. Elle peut passer une nuit entière dans un état d'angoisse grandissante, à penser à tous les hommes qu'elle pourrait fréquenter si seulement vous n'étiez pas parti. Elle peut sentir son corps rejeter physiquement l'idée de la solitude. Votre instinct n'est pas de lâcher prise, mais de vous y accrocher désespérément, en implorant la moindre étincelle d'espoir de changer d'avis, de ne pas être vraiment brisé. Qu'il existe peut-être un moyen de revenir en arrière. Cette peur viscérale de la solitude est si puissante qu'elle peut étouffer toute raison, toute dignité, toute autonomie. Une femme qui sait intellectuellement qu'une relation est toxique, qui sait que vous n'êtes pas bon pour elle, qui sait qu'elle serait mieux seule, peut pourtant être incapable de vous quitter, car la peur de la solitude est plus forte que la peur d'être dans une relation néfaste. Elle peut rationaliser cela de 1000 façons. Peut-être qu'il changera. Peut-être que je me suis trompé sur sa personnalité. Peut-être que j'ai exagéré les problèmes. Mais la vérité sous-jacente est que tout, même la douleur, est préférable à l'immense vide de la solitude, à la réalité que personne ne l'a choisie, qu'elle est seule dans une vie qu'on lui a appris à croire devoir être partagée. C'est pourquoi elle revient vers toi, même quand elle ne devrait pas, même quand elle sait que ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce que toi, malgré tes imperfections, malgré tes défauts, malgré tes faiblesses, tu es préférable à la solitude face à ses peurs, ses insécurités, son vide intérieur. Revenir vers toi est une déclaration désespérée. Elle préfère être avec toi, même si elle souffre, plutôt que d'être sans toi, même si elle est en paix. 10e raison. Parce qu'ils prennent conscience de votre valeur trop tard. Il existe un phénomène psychologique particulier qui touche de nombreuses femmes après une rupture. La prise de conscience soudaine et dévastatrice que vous étiez vraiment quelqu'un de bien pour elle, que vous aviez des qualités qu'elle n'aurait pas dû tenir pour acquises, qu'il y avait des choses dans votre relation qu'elle appréciait vraiment. Tant que vous étiez là, tant que votre relation fonctionnait, elle était trop occupée à chercher la petite bête. Vous étiez trop inattentif, trop absorbé par votre travail. Vous ne compreniez pas assez ses émotions. Vous ne faisiez pas assez d'efforts pour entretenir la flamme.
Elle se disputait pour des broutilles qui, avec le recul, paraissent insignifiantes. Elle critiquait vos habitudes, votre façon d'être, votre façon d'aimer. Elle en demandait plus, elle attendait plus, elle exigeait plus. Et vous étiez là, vous faisiez de votre mieux, vous l'aimiez comme vous saviez aimer, et elle ne l'appréciait pas tant qu'elle était encore avec vous. Maintenant, sans vous, elle est seule et a beaucoup de temps pour réfléchir, et elle commence à remarquer toutes les petites attentions que vous aviez pour elle. La façon dont vous vous souveniez de ses préférences en matière de café, la façon dont vous la serriez contre vous le soir, la façon dont tu riais à ses blagues, même quand elles n'étaient pas drôles, la façon dont tu la regardais, comme si elle comptait vraiment pour toi, ta constance, ta fiabilité, ta présence, même si parfois tu étais un peu trop chaleureux, même si tu ne comprenais pas toujours parfaitement ses besoins émotionnels. Maintenant que tu es parti, elle réalise à quel point tu comptais pour elle. Cette prise de conscience tardive de la valeur de l'autre est extrêmement douloureuse, car elle s'accompagne de remords. Remords d'avoir laissé filer quelque chose de précieux, remords de ne pas l'avoir apprécié quand elle en avait l'occasion, remords de toutes les fois où elle a été désagréable, exigeante, critique. Elle repasse en boucle toutes les occasions manquées d'exprimer sa reconnaissance, d'être reconnaissante, de simplement profiter de sa présence sans toujours chercher plus, mieux, différent. Elle repense à toutes les fois où elle aurait pu dire « je t'aime », mais est restée silencieuse, à toutes les fois où tu as tendu la main et qu'elle s'est éloignée, à toutes les fois où tu as essayé de créer un lien émotionnel et qu'elle était trop occupée, trop en colère, trop préoccupée par autre chose. Elle commence à réécrire l'histoire de leur relation, non plus en disant « c'était un idiot », mais « je n'ai pas assez valorisé ce qu'il m'apportait ». Et cette réécriture est dévastatrice car elle la désigne comme la méchante de sa propre histoire. C'est elle qui a laissé filer le bonheur. C'est elle qui a gâché le présent à la poursuite d'un avenir illusoire. C'est elle qui ne t'a pas apprécié à ta juste valeur quand tu étais encore là. Ce sentiment de culpabilité accrue, cette tristesse supplémentaire face à cette occasion manquée, la rendent encore plus désespérée de te reconquérir. Peut-être que si elle y parvenait, cette fois-ci elle saurait apprécier. Cette fois-ci elle serait reconnaissante. Cette fois-ci elle te valoriserait à ta juste valeur. Cette prise de conscience tardive de votre valeur est aussi liée au fait que vous l'avez prouvé en votre absence. Tant que vous étiez là, il était simplement ce qu'il était, ordinaire, banal, faisant partie intégrante de son quotidien. Mais maintenant que vous êtes parti, votre absence l'a rendu extraordinaire. Vous n'êtes plus là pour l'agacer avec vos manies, ni pour expliquer pourquoi votre relation n'a tout simplement pas fonctionné. Vous n'êtes plus qu'une idée, un souvenir, le fantôme de ce que vous étiez. Et en tant que fantôme, vous êtes parfaite, car vous ne pouvez plus être imparfaite. Votre réalité, avec tous vos défauts, a été remplacée par une idéalisation de vous-même, où vos qualités sont amplifiées et vos défauts effacés. Elle se souvient de votre chaleur dans un lit froid. Elle se souvient de vos rires lors de ces nuits de solitude. Elle ne se souvient pas de vos vêtements qui traînaient par terre, ni de votre distance émotionnelle. L'image imaginaire que vous avez de vous, qu'elle aime désormais, est bien meilleure que la personne réelle que vous avez jamais été. Et c'est cet idéal de toi, ce fantôme, qu'elle cherche à retrouver, espérant qu'à vos prochaines retrouvailles, il correspondra d'une manière ou d'une autre à la version parfaite qu'elle s'est forgée. Car, bien sûr, la réalité ne pourra jamais égaler le fantasme. Mais elle ne le voit plus. Elle est incapable de mesurer la distance entre le réel et l'imaginaire. Et c'est pourquoi elle revient vers toi, poursuivant un fantôme, espérant que cette fois, tout sera différent, que cette fois, tu seras exactement la personne parfaite qu'elle croit désormais que tu as toujours été. 11e raison, parce que vous n'avez pas supplié, et ça change tout. Il existe une dynamique particulière dans les relations où le pouvoir ne réside pas dans celui qui aime le plus, mais dans celui qui se soucie le moins, ou plus précisément, dans celui qui parvient à paraître se soucier le moins. Si vous l'aimiez désespérément, si vous la suppliiez de ne pas partir, si vous vous effondriez de chagrin, cela validerait en quelque sorte ses sentiments, confirmerait qu'elle comptait tellement pour vous que vous ne pouviez pas vivre sans elle.
Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes parti calmement, avec dignité ou simplement avec acceptation. Vous ne l'avez pas supplié de revenir. Vous ne lui avez pas envoyé de message au milieu de la nuit pour lui dire qu'elle vous manquait. Vous n'avez pas essayé de la convaincre que vous aviez fait une erreur. Vous êtes simplement parti. Et ce manque de supplication, ce calme, cette impression que vous pouviez vivre sans elle, cela la blesse d'une manière très différente et beaucoup plus profonde que n'importe quelle émotion dramatique. Car d'une certaine manière, votre absence de désespoir lui communique « Tu n'étais pas assez importante pour que je perde le contrôle. C'était facile de te quitter. Tu ne comptais pas tant que ça. » Elle aurait préféré que vous la suppliiez. Elle aurait préféré te voir souffrir ouvertement. J'aurais préféré tout sauf cette dignité silencieuse que tu affiches, car cette dignité est comme un miroir qui te renvoie la vérité. Tu ne l'aimes pas comme elle t'aime, et probablement que cela fait longtemps que tu ne l'aimes plus ainsi. Le fait que tu ne supplies pas a tout changé, car elle se retrouve désormais dans une position où c'est à elle de supplier, de prouver à quel point tu comptes pour elle, d'être vulnérable et désespéré. Cela inverse complètement le rapport de force dans votre relation. Quand vous étiez ensemble, peut-être que la dynamique était équilibrée, ou peut-être que tu prenais mieux soin de toi, peut-être que c'était toi qui avais peur de perdre l'autre. Mais maintenant que tu es parti sans supplier, elle est obligée de prendre l'initiative, de supplier, d'avoir besoin de toi. Et comme on a appris aux femmes qu'être celle qui poursuit est humiliant, peu attirant, un signe de désespoir, elle est confrontée à un choix déchirant, accepter la solitude et te laisser partir, ou surmonter son orgueil, sa dignité, son instinct de survie, et te reconquérir en essayant de te faire ressentir la même chose qu'elle ressent pour toi. Et parce qu'elle a désespérément besoin de votre attention, parce que votre indifférence la fait douter de sa propre valeur, elle choisit souvent de surmonter son orgueil, elle choisit de s'humilier. Elle choisit de revenir vers vous. Car peut-être, juste peut-être, si elle est assez persistante, si elle est assez vulnérable, si elle abandonne suffisamment son orgueil, vous finirez par comprendre à quel point elle tient à vous, et cela réveillera quelque chose en vous. Un sentiment de culpabilité, un désir, un souvenir de ce que vous avez vécu ensemble, et vous reviendrez vers elle. Cette dynamique est si puissante car elle touche à une blessure fondamentale liée au pouvoir et au contrôle dans les relations amoureuses. Une femme élevée dans la conviction que son pouvoir réside dans le désir, dans le fait d'être courtisée, dans le fait d'être recherchée, se retrouve confrontée à une réalité terrifiante lorsque vous la quittez sans la supplier. Peut-être n'est-elle pas si désirable après tout. Peut-être n'a-t-elle pas autant de pouvoir, peut-être pouvez-vous vivre sans elle. Et cette prise de conscience est insupportable, alors elle fait la seule chose qu'elle connaisse pour retrouver un semblant de pouvoir. Elle inverse les rôles. Si elle ne peut être désirée passivement, elle désirera activement. Si elle ne peut être le prix, elle sera celle qui poursuit. Elle prend le pouvoir en main et l'utilise pour tenter de le récupérer. Et parce qu'elle agit par désespoir, par besoin, par urgence, elle s'autorise souvent des choses qu'elle ne ferait pas en temps normal, un contact incessant, des émotions brutes, des aveux de faiblesse. Elle devient la femme suppliante, tandis que vous restez à distance, calme, détaché. Et ce renversement de situation, ce changement radical provoqué par votre refus de supplier est souvent précisément ce qui la ramène sans cesse vers vous, espérant que cette fois, enfin, vous reconnaîtrez son importance et briserez votre silence par un « je veux que tu reviennes ». 12e raison, parce que le désir l'emporte sur l'orgueil. Le désir est une émotion si puissante et dévorante qu'elle peut littéralement submerger toutes les autres émotions qu'une femme peut ressentir. Elle peut être furieuse contre vous, déçue, consciente que vous l'avez blessée et qu'elle ne devrait peut-être pas être avec vous, mais arrive alors un moment où le désir l'envahit tout simplement, et toute la colère, toute la logique, toute forme d'autoprotection s'effondre. Le désir n'est pas seulement la tristesse de ce qui a été perdu, c'est un désir physique et viscéral d'être à nouveau près de vous. C'est se réveiller au milieu de la nuit et sentir son corps vous chercher dans le lit.
C'est passer devant un endroit que vous fréquentiez tous les deux et ressentir une douleur à la poitrine parce que vous n'y êtes pas. C'est entendre une chanson qui passait quand vous vous êtes rencontrés et avoir l'impression de tomber amoureux. C'est voir un couple rire ensemble dans un café et ressentir une telle envie, un tel vide, que vous en avez le souffle coupé. Le désir est implacable. Il ne diminue pas nécessairement avec le temps. Il change simplement de forme. Parfois, c'est une douleur vive et lancinante. Parfois, un vide constant qui imprègne tout. Mais c'est toujours là, tapis dans l'ombre, guettant le moindre moment de faiblesse pour la consumeur. Et un jour, dans un moment de solitude particulière, ou peut-être lors d'une mauvaise journée, le désir devient si intense, si accablant, que toute sa détermination à vous éviter s'effondre. À cet instant où le désir l'emporte, toute la fierté qu'elle a conservée, toute la dignité qu'elle a cultivée en ne vous envoyant pas de message, en dissimulant la douleur de votre absence, en faisant semblant d'aller bien en public, s'effondre. À quoi bon la fierté si elle se déchire intérieurement? À quoi bon préserver sa dignité si cela signifie souffrir seul, nuit après nuit? Quel est l'intérêt de paraître indifférente si, en réalité, elle souffre tellement que cela la détruit? Et puis, dans un moment de faiblesse, elle vous envoie un message, ou elle vous appelle, ou elle vous croise, par hasard, dans un endroit que vous fréquentez, ou elle invente une raison de vous contacter, un livre qui lui appartenait, une question à laquelle elle aurait pu répondre seule, n'importe quel prétexte pour se rapprocher de vous. Et lorsque vous répondez, même brièvement, même poliment, le soulagement est si intense qu'il justifie toute l'humiliation, car, l'espace d'un instant, le désir est apaisé. Pendant un instant, vous existez à nouveau dans votre vie, et tout semble mieux, plus supportable, plus réel. Cette dynamique où le désir l'emporte sur l'orgueil est particulièrement insidieuse, car elle crée un cycle très difficile à briser. Elle passe des jours, voire des semaines, sans donner de nouvelles. Durant cette période, l'orgueil prend le dessus, et elle se persuade que tout va bien, qu'elle tourne la page, qu'elle ne veut pas de vous. Mais le désir grandit sans cesse, jusqu'à ce que plus rien, même l'orgueil, ne puisse la retenir. Elle vous contacte. Vous vous voyez. Pendant un bref instant magique, le désir s'apaise et elle se sent à nouveau entière. Mais inévitablement, la réalité la rattrape. Les souvenirs de votre rupture, les conflits qui ressurgissent, ou simplement la prise de conscience que rien n'a vraiment changé. Et elle prend à nouveau ses distances. Le cycle recommence. Des mois peuvent s'écouler ainsi, avec des allers-retours, attirée de nouveau vers vous par des vagues de désir auxquelles elle ne peut résister, pour ensuite s'éloigner à nouveau lorsque la réalité devient trop dure. Et parce que chaque cycle prouve que le désir est plus fort que son instinct de survie, elle cesse de lutter contre lui. Elle accepte qu'elle reviendra toujours vers toi lorsque le désir sera assez fort, car au final, le désir l'emporte toujours, toujours. Si cette vidéo vous a touché, montrez votre soutien. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Gratitude » en commentaire. Ce simple geste permet à l'algorithme de diffuser ce message à davantage d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction que vous faites contribue à ce mouvement. Merci de nous suivre. Restez connectés. Chaque jour, nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre mental, à reconstruire votre confiance en vous et à prendre votre destin en main. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.